Pour ce quatrième épisode du Cercle des conseils, nous allons parler d'une typologie d'entreprise entrée dans le langage commun, la start-up. Signifiant littéralement entreprise qui démarre, la start-up est liée à la notion d'expérimentation d'une nouvelle activité, souvent innovante, sur un marché émergent et dont les risques sont difficiles à évaluer. La start-up expérimente son business model, teste son marché et évolue de manière itérative. Pour vous parler de ce sujet, je me suis déplacé à Montpellier, qui est devenu en quelques années un hub de l'écosystème startup et qui a vu naître de véritables success stories comme JVWeb, Tids, Matuma ou encore la licorne Swile. Et pour échanger sur les problématiques patrimoniales rencontrées par ces entrepreneurs, j'ai convié Thomas Coutelier, expert comptable et associé chez RSM Sophira à Montpellier et spécialiste dans l'accompagnement des startups. C'est parti. Comment on fait? Bon, bonjour Thomas, je suis ravi de te recevoir pour ce quatrième épisode du Cercle des conseils. Bon, on a la chance de tourner aujourd'hui dans un fabuleux écrin qui est l'hôtel Richet de Belleval à Montpellier. On est vraiment dans des conditions topissimes. Écoute, je suis ravi de te revoir pour parler ce matin notamment du monde des startups qui peut paraître un peu nébuleux pour beaucoup de monde. Mais avant de commencer de parler de ce sujet, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter et présenter la société que tu représentes aujourd'hui? Ça marche. Donc, Thomas Coutelier, moi je suis associé de RSM France, donc c'est le 6e cabinet d'audit et d'expertise au niveau français. On est 1500 collaborateurs, à peu près une centaine d'associés aujourd'hui. Notre région RSM Méditerranée, c'est 220 collaborateurs, 8 associés. Ouais. Donc notre modèle économique, c'est d'être le partenaire business du dirigeant des TPE-PME. D'accord. Et donc dans ce cadre-là, moi je suis associé depuis 2016 et ma spécialité, c'est le digital. Ouais. J'accompagne des boîtes comme Wallaxy, comme JVWeb, comme Sud. D'accord, ok. Donc toi, tu as des spécificités par rapport à tes confrères experts comptables On dit souvent que je ne suis pas un expert comptable comme les autres. Ouais. Je m'intéresse aux chiffres forcément puisque c'est mon métier, mais par contre, ce qu'on va vraiment regarder, c'est comment on va permettre aux dirigeants d'être complètement focus sur son business et de ne pas être pollué ou de passer trop de temps sur des sujets administratifs ou financiers. Ouais. C'est souvent une source de stress pour eux, notamment les créateurs. Et du coup, on essaie d'évacuer ce problème-là pour qu'ils puissent vraiment se concentrer sur leur modèle économique et leur client. D'accord. C'est vraiment l'approche. Ok. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, quand tu as un entrepreneur, un start-upper, comme on dit dans le jargon, qui tape à ta porte, quels sont les premiers sujets que vous abordez et quels sont déjà peut-être les premiers conseils que tu vas pouvoir distiller? Alors souvent, la première question, c'est combien ça coûte pour faire un bilan. Ouais. Ça, c'est rigolo, on l'évacue assez vite. Moi, je regarde d'abord le modèle économique, parce qu'il faut que la boîte puisse tourner. Donc, ce qui va m'intéresser vraiment, c'est le modèle économique. Ouais. C'est souvent difficile pour certains créateurs d'avoir cette approche modèle économique, parce qu'ils ont la bonne idée, ils vivent pour cette idée, ça fait 3 ans qu'ils travaillent dessus. Mais d'un autre côté, ils n'ont plus le recul, ou ils ne savent plus trop l'expliquer, ou c'est tellement évident pour eux qu'ils ont du mal à le rendre compréhensible. Et le travail de discussion qu'on a sur le modèle économique et qui sont tes clients, c'est une première étape. Ouais. La deuxième question la plus fréquente ensuite, c'est la partie financement. Comment je vais chercher un crédit, une subvention, une levée de fonds, etc. etc. Et ensuite, une fois que toutes ces étapes-là sont réussies, ça va être effectivement comment ça marche concrètement le système d'information comptable et à quel moment je dois lever des fonds, combien vaut ma boîte, en fonction de l'évolution de la structure. D'accord, donc si je comprends bien, en fait, il y a quasiment l'entrepreneur doit un peu te pitcher sa boîte finalement. Oui, de toute façon, je peux bien faire, moi je suis un raconteur d'histoire en fait, je dois traduire avec les chiffres de la société l'histoire et la stratégie du dirigeant. Si je le fais pas comme ça marche pas ou ça marche moins bien. Souvent je récupère des dossiers où en fait l'expert comptable il a mis un cadre, mais il n'a pas compris le business ou il n'a pas compris où la personne voulait aller et on se retrouve avec des écarts qui sont pas forcément des problèmes de qualité du traitement de la donnée, mais c'est plutôt un problème de qualité entre la vision du dirigeant et les comptes tels qu'on les a présentés. On pense souvent que c'est un truc très fermé, mais pas tant que ça. Il y a un peu de créativité, il y a un peu d'interprétation. Et donc moi, mon job, c'est de bien avoir compris où le dirigeant il veut aller, comment il y va, et de l'aider à prendre ses décisions. Parce que forcément, entre sa vision et la réalité, il peut y avoir des écarts. Et donc ces écarts, comment on les traite, qu'est-ce qu'on fait et où on va, quoi. Et si on raconte la bonne histoire, c'est plus facile pour le dirigeant. Bien sûr. Alors, on dit souvent que
il y a des difficultés pour des entrepreneurs de délivrer un bilan au banquier, parce que quand on est une start-up, forcément, les actifs, au début, il n'y a pas forcément grand-chose. Alors, justement, tu les aides dans cette mission à les accompagner par rapport à des partenaires financiers? L'écosystème de Montpellier, c'est quand même relativement facile d'aller chercher des fonds. Ouais. Tu as un parcours un peu classique de je me fais incuber à Cap Omega ou dans un incubateur. Ouais. Grâce à ça, j'ai progressé dans la manière de communiquer sur les finances et du coup, je peux présenter un prévisionnel clair. Le prévisionnel clair me permet d'aller taper à la porte de la Banque Populaire ou d'autres banques qui font des prêts start-up. Ouais. Et du coup, je commence à enclencher mon truc et je commence à récupérer de la trésor qui va me permettre pour les 50 ou 100 000 ou 150 000 premiers euros d'aller au bout de mon projet ou en tout cas de faire un premier POC. Ouais. La difficulté, c'est si je ne suis pas clair sur le modèle économique, je vais avoir cramé une partie de mon argent à me chercher et du coup, je vais être, quand j'aurai enfin trouvé mon modèle économique, il me manquera peut-être un petit peu de temps en tant que créateur, mais si on suit le parcours classique, c'est quand même relativement facile, en tout cas à Montpellier, d'aller chercher des fonds, enfin, en tout cas les 100 000 premiers euros, si tu as un peu de leur monnaie ou que tu te fais accompagner par d'autres, tu as moyen d'aller chercher quand même les premiers 150 000 euros assez facilement. D'accord, ok. C'est vrai que, comme tu l'as dit, et comme j'ai dit en introduction de cette vidéo, l'écosystème montpellien s'est étoffé depuis de nombreuses années. D'ailleurs, on a vu émerger pas mal de belles startups. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut s'implanter sur Montpellier, sortir un peu du réseau parisien et venir ici, il aura les outils et les conseils, on va dire, pour l'accompagner. Sur la première partie de lancement, oui. Après, sur la partie investisseurs et fonds, on sait, toi et moi, que ça reste encore compliqué. Bien sûr. Mais par contre, sur la première partie, il y a vraiment un écosystème très favorable à l'éclosion des startups. Ouais. Enfin, je trouve. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que même nous, chez Cyrus, on voit émerger aussi des fonds d'investissement régionaux qui sont là justement pour accompagner ces sociétés. On voit vraiment qu'il y a vraiment une dynamique qui s'installe autour de ces boîtes. D'un point de vue maintenant, on va dire structuration, on a vu le côté business, mais on sait très bien que la structuration juridique, elle a aussi son importance. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Comment toi tu vois les choses? Alors déjà, la première brique, et c'est pour ça aussi que j'aime bien les clients du digital et des startups, parce qu'ils sont vraiment affûtés là-dessus pour rendre le truc le plus simple possible, c'est d'avoir un système d'information financier, interne ou avec moi, qui soit efficace et véloce et qui permette d'avoir un reporting régulier, que ce soit au trimestre ou au mois, et d'avoir une compta à jour tout le temps et de pouvoir réagir si la banque demande une situation ou. Une fois que tu as été chercher les premiers 150 000, entre guillemets, relativement facile, là, c'est un peu plus compliqué d'aller chercher du crédit et c'est encore plus compliqué d'aller chercher des fonds. On a quelques fonds leaders dans la région, mais ça manque encore de dynamisme pour moi en termes par rapport à Paris ou à d'autres grandes agglomérations. Je ne parle même pas des US parce que là, c'est même pas la même dimension. Et donc, du coup, une fois que tu as ces 150 000 premiers euros et que tu dois, il faut quand même que tu saches parler, enfin, que tu saches expliquer ton projet au travers d'un prisme financier à un banquier pour qu'il te suive. Et même comme ça, on voit bien que le contexte actuel est quand même super compliqué. Et typiquement, notre service transmission aujourd'hui, depuis 3 ou 4 ans, ils étaient que sur des levées. Et là, on va se mettre de plus en plus sur des projets de financement où on va accompagner nos clients pour aller chercher du crédit parce que ça va devenir vachement plus compliqué d'aller chercher du crédit. Et on le voit avec l'augmentation des taux d'intérêt, les banquiers qui sont moins ouverts à ce genre de choses. On voit que le robinet. Ils sont en train d'arriver. On a quelques articles récents qui montrent que peut-être il y en a qui ont manqué d'anticipation. Le robinet est en train un petit peu de se fermer. Autant que les fonds ont toujours il y a une grosse inertie dans la logique de fonds et il y a encore des fonds qui ont de la trésorerie liée au monde d'avant, on va dire. Et donc il y a encore des possibilités de lever des fonds aujourd'hui. Par contre, je pense que on sent qu'il y a un privilégié. Les fonds privilégient quand même pas mal des solutions entre guillemets faciles et avec une rentabilité rapide versus des modèles un peu complexes ou deep tech ou biotech qui vont être plus lourds. Encore biotech, il y a le financement des big pharma, donc ça va mieux, mais pour tout ce qui est deep tech, on pense, parce que je vais pas, c'est une boule de cristal, on pense que ça va être plus compliqué quand même. Ouais, d'accord. Et donc les dirigeants que tu rencontres, est-ce qu'on sait très bien que déjà on peut commencer à amorcer des anticipations, on peut se dire voilà, si dans 5 ans, 10 ans tout marche bien, peut-être que je serai amené à vendre partiellement ou voire totalement ma boîte, et du coup, est-ce que juridiquement dans la création des sociétés, est-ce que déjà vous pensez holding, est-ce que déjà vous pensez ce genre de choses? C'est un truc que j'intègre dès
après, il y a tellement de sujets à traiter que Ouais. je peux avoir ce que j'appelle moi la typologie ingénieur, le client qui veut tout comprendre tout de suite. Ouais. C'est hyper compliqué de délivrer 10 ans d'expérience en 5 minutes. Ça, c'est sûr. Et donc l'idée, c'est plutôt de faire avec mon client une roadmap, pour reprendre les termes du monde des startups. Donc on fait une roadmap, voilà, d'abord on va parler modèle économique et financement, ensuite on va parler business et rentabilité, et ensuite on va parler stratégie, optimisation et patrimoine. Ouais. Parce que tu le sais, parce qu'on a déjà bossé ensemble, mais je regarde le truc comme un tout. Une fois qu'on est sûr que le modèle économique tourne et que la boîte est rentable, pour moi, on a fait une partie du chemin. La deuxième partie du chemin, c'est comment on sécurise le dirigeant et comment on lui permet de se constituer un patrimoine grâce à la rentabilité de sa boîte. Ouais. Parce que souvent, les boîtes tournent, mais elles n'ont pas forcément le cash ou elles n'ont pas forcément le dispo. Et entrepreneur, moi je suis entrepreneur de partout jusqu'au peu de cheveux qui me restent. Mais par contre, c'est quand même une charge mentale forte et un risque fort. Ouais. Et à un moment donné, ça fait 5-6 ans que tu es sur ton projet, le projet marche, mais maintenant il faut que tu commences à penser à toi. Bien sûr. Alors la retraite, vu l'âge que certains ont, c'est pas le sujet, mais par contre, comment on fait pour te constituer un patrimoine et dans quelles conditions? Et c'est là où on va commencer à parler holding, animatrice. On a quand même un super système en France par rapport à l'animation, par rapport à tout ce qui est structuration en groupe et en holding. Et donc, ce serait dommage de ne pas en profiter. Et c'est à ce moment-là, c'est quand on commence à avoir la question combien vaut ma boîte, viens, on en discute et on regarde la valeur de ta boîte et qu'est-ce que tu veux faire par la suite. Et après, il y a plusieurs chemins possibles par rapport à ça. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet qu'on retrouve finalement chez les start-upers, mais aussi chez les dirigeants de PME classiques, c'est-à-dire que souvent 90% du patrimoine est concentré dans l'actif professionnel. On sait très bien que ça demande un engagement sur la durée, un engagement aussi familial. Souvent, on oublie cette partie-là dans le développement. Et on peut se poser la question à un moment donné, dire bon, est-ce qu'il serait temps de faire un retour partiel au cash pour me sécuriser, sécuriser mon activité et puis surtout me dire voilà, je peux continuer à travailler tranquillement et continuer à développer mon activité. De toute façon, c'est quand même beaucoup de sacrifices de monter un projet, de créer une boîte. Les clients que j'accompagne depuis 15 ans bientôt, qui ont mon âge, ils ont réussi. Mais là, ceux qui sont toujours là, ils ont réussi. Mais par contre, ils ont quand même pris cher aussi. Et ok, on voit toujours la réussite, mais on ne voit pas tout le chemin qui a été parcouru pour y arriver. Et du coup, effectivement, mais dès le départ, les créateurs, on leur dit faites gaffe à votre vie perso, pensez à vous, etc. Mais dans un premier temps, on est sur des passionnés qui veulent aller au bout. Donc c'est compliqué de faire des compromis avec ça, mais une fois que tu es rassuré là-dessus, tu peux passer à l'étape d'après et tu peux commencer à y réfléchir. Et l'avantage, c'est que si ta boîte tourne et qu'elle est relativement stable, tu as quand même une possibilité. J'accompagne des clients là, depuis bientôt 3 ans. Il y a 1 an et demi, il n'y a aucun banquier qui voulait leur prêter. Là, ça y est, les bidas est positif. C'est les banquiers prêtent. Même dans les conditions actuelles, ils vont prêter en fait, parce que le niveau de valeur de la boîte versus ce que eux vont avoir besoin au niveau perso, ça va bien se passer. Et donc, on est en train de réfléchir à de la diversification immobilière ou des choses comme ça. D'accord. Et alors, finalement, on peut voir deux typologies de start-up. Celles qui arrivent très rapidement à faire de l'hypercroissance et même à générer du cash flow positif très rapidement. D'autres le font de manière plus... Sur la jeune génération, c'est quand même le constat que je fais. Quand je dis jeune génération, c'est mes clients qui ont 25 ans aujourd'hui. Ça décoiffe. Très jeune. C'est que finalement, ils n'ont pas... Il y a pas mal de créateurs qui, je crée, je prends les 150 000 euros dont on a parlé tout à l'heure, et ensuite je lève des fonds, et une fois que j'ai levé des fonds, yes, j'ai réussi. C'est clair que ça va t'aider, mais si tu n'es pas focus sur ton client et ton modèle économique, tu vas avoir un souci. Et donc la génération que je vois arriver là de 25 ans, qui m'impressionne par leur talent, c'est quel est mon modèle économique, comment je gagne de l'argent, et après, si besoin, je lèverai des fonds pour accélérer. Et ça nécessite de régler des problèmes beaucoup plus tôt, parce que si ton client ne te paye pas ou qu'il ne voit pas de valeur, tu vas le voir de suite et tu vas avoir des problèmes plus rapidement. Mais par contre, une fois que tu as craqué ces sujets-là, tu peux vachement plus accélérer derrière. Et ce que je constate, c'est que l'entrepreneur qui est vraiment focus sur son client et sur comment je délivre de la valeur à mon client, il va de toute façon plus réussir. Après, tu as des effets où si c'est une industrie, tu vas avoir un coût capitalistique important, et tout ce qui est deep tech, c'est une super bonne idée, on sait que ça va marcher, mais ça va prendre 5-6 ans. J'ai une cliente auquel je pense qui est chimiste, elle a un truc révolutionnaire à mettre en place, mais ça fait 5 ou 6 ans qu'elle galère sur son concept et que de toute façon c'est un temps long. Mais par contre, sur des solutions digitales et start-up, ça peut aller très vite et tu peux facilement, si tu réfléchis un petit peu, plus facilement que dans l'industrie ou dans la deep tech, te retrouver avec un cash flow positif, comme tu dis, et ne pas avoir immédiatement besoin de lever des fonds. C'est ça. Bon, là, c'est le grand luxe. Lever des fonds est un vrai accélérateur ou un vrai facilitateur.
Tu peux le prendre après en mode je dérisque une partie de mon patrimoine professionnel en m'appuyant sur un fonds qui va me payer à moi du coup un X% de départ de la boîte, mais moi du coup je me suis mis un peu au frais et ça me permet aussi d'accélérer. Le fonds qui va te permettre d'accélérer, typiquement j'ai développé mon business en France, je voudrais le développer en Europe, clac, le fonds m'aide à développer ça, et après tu as les fonds plus d'amorçage où c'est une grosse deep tech et là c'est plus long, mais là il y a plus de risques pour moi. Et alors, je ne sais pas si les entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui le savent ou le perçoivent, mais selon la thématique de leur business, certains fonds d'investissement seront plus appropriés, plus à même, on va dire, de les aider que d'autres. Quand on les accompagne pour les levées de fonds, les 3 sujets clés pour moi, c'est est-ce que tu sais m'expliquer ton modèle économique en 5 minutes et ceux qui n'y arrivent pas, il faut qu'ils bossent parce que si c'est pas clair tout de suite, ça marche pas. C'est pas Solidec et Sophie Laro, ils sont toujours bienveillants. Je pense à eux parce que c'est des acteurs locaux. Mais par contre, si tu leur expliques pas clairement, ils vont pas réussir à comprendre, ils vont pas réussir à adhérer au projet. Une fois qu'on a dit ça, c'est qu'est-ce que je veux faire? Parce que clairement, tu as différents types de fonds et en fonction de ce que tu veux faire et quelle accélération tu veux prendre, tu vas pas aller voir les mêmes fonds. Les 3 questions à se poser par rapport à ça, c'est est-ce que je vais chercher un fonds de mon secteur, un fonds tech, un fonds machin, un fonds truc. Si tu as une activité très spécifique, je recommande vraiment d'aller chercher le fonds tech de l'activité spécifique parce que les gars, tu vas passer moins de temps à leur expliquer. Est-ce que j'essaye de m'adosser à des fonds type industriel ou à un gros industriel qui me rachètera peut-être, mais en attendant, sans que j'ai rien besoin de lui expliquer, lui, il va avoir la perspective de mon business. Typiquement, pour tout ce qui est deep tech, c'est vachement plus facile quand c'est un gros industriel que tu vas voir. Je pense à quelques exemples en tête. Et ensuite, finalement, est-ce que je suis vraiment focus, moi, dirigeant, sur rester à Montpellier et du coup, je vais peut-être me priver de certains trucs ou est-ce que je vais aller voir à Paris ou ailleurs? Enfin, on a quelques idées, quelques exemples de réussite où les gars ont été levés aux US en fait. Donc, et ça paraît vraiment plus facile dans les feedbacks que moi j'ai eu de mes clients. D'accord. Donc une fois que tu as défini ça, le plus dur est fait et après tu lances tes propales, tu prépares ton deck et c'est parti. Ok, donc souvent on pense qu'une fois que la levée de fonds est faite, les jeux sont faits, mais en fait c'est le début de quelque chose d'autre. Pour moi c'est un bon truc parce que réussir la levée de fonds, il y a 3 aspects. Je suis clair sur mon modèle économique, donc je sais où je vais. Parce que si je ne suis pas clair sur mon modèle économique, quand je dis modèle économique, c'est je suis clair sur le fait que mon client va valoriser ce que je vais lui apporter comme solution. Si je peux avoir une super solution et qu'elle ne soit pas valorisée, et si c'est le cas, à un moment donné, les fonds, ils ne regardent pas le côté sexy du projet, ils regardent le côté chiffre d'affaires du projet et recette. Bien sûr. Et donc, si je suis clair sur mon modèle économique, donc le BP que j'ai fait, parce que généralement dans ce genre de schéma, tu valorises sur le futur, pas sur le passé. Et donc, si tu valorises sur le futur, tu vas avoir présenté un business plan, un prévisionnel d'activité qui va te donner des pistes. Si tu as survendu ton BP, tu sais que tu vas avoir un souci. Si tu l'as sous-vendu, tu en auras un peu sous le coude. Et si tu l'as bien vendu, tu sais qu'il faut le réaliser. Donc, après, c'est ta feuille de route. Et c'est là où, si tu n'as pas bien réfléchi à ton modèle économique, à un moment donné, tu vas avoir du mal à gérer ton business plan. Le nombre de boîtes qu'on accompagne où ils font des pivots, c'est souvent bien de faire des pivots et c'est très cool. Mais d'un autre côté, ça peut aussi vouloir dire que tu n'avais pas suffisamment réfléchi à ça avant. Ce qui n'est pas toujours possible parce que tu n'avais pas accès à ces clients, etc. Donc ça, voilà. Donc si tu es clair sur ton modèle économique et ton business plan, la discussion et les échanges avec tes investisseurs vont normalement bien se passer. Si ce n'est pas le cas, ou que tu as survendu ton BP, tu sais que tu vas commencer par avoir des difficultés assez rapidement avec eux. Parce qu'ils sont sympas, la plupart des fonds ont plutôt bonne réputation, en tout cas les fonds français. Par contre, ils ont un cadre de réflexion, il faut se mettre dans leur cadre, il faut comprendre ce qu'ils regardent, et si tu commences à avoir des écarts entre ce que tu avais proposé et ce que tu réalises, c'est là où tu vas commencer à avoir des difficultés. Oui, bien sûr. Alors souvent, dans la levée de fonds, on anticipe aussi des recrutements. Ça peut être des devs, des développeurs, ça peut être tout un tas de fonctions. Est-ce que, alors là je te pose vraiment la question de manière un peu candide, mais est-ce que vous accompagnez les dirigeants dans ce recrutement, alors soit peut-être d'un CFO ou Sur la partie financière, je vais pouvoir aider parce que mon accompagnement, notamment pour les clients VIP, en fait, on est une équipe et on se répartit les rôles et c'est totalement souple et agile dans le fonctionnement. J'ai des clients où des fois ils perdent leur DAF, du coup je vais dépanner pendant 2-3 mois et puis on va aider au recrutement d'une nouvelle personne et ça va repartir chez eux et moi je vais ressortir. Ou à l'inverse, il y en a qui me confient complètement la comptabilité. Mais le RAF en fait intervient après, une fois que moi j'ai fait la production des comptes. Et c'est lui qui fait la révision et le contrôle de gestion.
Et en fait, ça, c'est très open et très facile à faire. Ouais. Avec les outils qu'on a aujourd'hui, c'est très facile. Mm. Et c'est l'avantage que j'ai en travaillant dans le digital, c'est que j'ai quand même des clients qui sont ouverts sur la techno et qui me challenge là-dessus. Et c'est plutôt moi qui ai du mal à suivre que l'inverse. Et donc, du coup, on est quand même sur des discussions où, tiens, t'as pas réussi à automatiser ça, bah, tiens, je vais le faire. J'ai un client que j'ai récupéré là. Et je sais pas si tu vois ce que c'est, les DS, les déclarations d'échange de services, c'est un truc un peu barbare que tu dois faire pour les douanes. Et en fait, ils ont fait un petit logiciel pour le faire en automatique chez eux. Et parce que l'expert comptable d'avant n'était pas capable de leur proposer un produit qui leur convienne. Donc ils ont automatisé le truc pour que ça les embête plus. D'accord. Donc quand tu vois ça, tu te dis c'est cool. Et quand tu as cette ressource-là avec toi, bah, tu sais que tu vas pouvoir t'en sortir. Ouais. Alors maintenant, on va passer un peu à l'étape, j'ai envie de dire, de réussite. On a vu donc toutes les étapes et tous les écueils qu'il fallait un petit peu éviter pour un start-upper qui cherche à faire grossir sa société, à se développer et à croître. Maintenant qu'il est sur les rails de la croissance, que tout va bien, forcément, il y a des questions qui se posent. La question d'un exit, total, partiel, enfin, il y a plusieurs formes existantes que tu vas nous décrire. Est-ce qu'à ce moment-là, donc, la question patrimoniale, on va dire un peu plus légitime, et comment tu l'abordes? Alors, je l'aborde côté dirigeant. En fait, souvent, ces sujets-là sont abordés par le biais des solutions. Exit, LBO, OBO, tout ça, tous ces trucs. Tous ces acronymes qu'on adore. Voilà. Et en fait, finalement, ça rigidifie un peu le cadre de réflexion du dirigeant. Donc, c'est plutôt qu'est-ce que tu veux faire, où tu veux aller. Parce que j'ai pas mal de clients qui me disent bah, j'aimerais bien vendre, ok, on fait la valo, on se rend compte que la boîte elle rapporte X, mais elle vaudrait potentiellement 4 ou 5X. Et ça ne suffit pas en fait à assurer la retraite ou le fait que le dirigeant puisse ne plus travailler. Et donc à un moment donné, pourquoi vendre si c'est stable et que finalement c'est pas vendable pour tout un tas de raisons. Souvent c'est que c'est encore très dépendant au niveau du dirigeant. Mais par contre ça rapporte, donc écoute, laisse tomber laisse tomber la session pour le moment. Soit on réfléchit sur je me rachète à moi-même, mais on va retomber en ce moment sur le contexte difficile en termes de crédit. Bien sûr. Soit on va se dire bah, il faut qu'une petite partie de cet argent-là on le mette de côté et que ça puisse te servir pour le futur. Et souvent je vois des boîtes qui sont vendues où finalement une bonne vente pour moi c'est un multiple de l'EBITDA qui est entre 10 et 14. Qui dépend en plus de l'activité. C'est une super vente. Alors, moi, je suis dans le digital, donc tout ce qui est digital se valorise bien, donc c'est entre guillemets plus facile. Mais globalement, si le montant que tu touches ne te permet pas d'être serein sur les 30 années à venir, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vendre? Bien sûr. Parce que sinon, si la boîte continue et qu'elle te rapporte tous les ans ça pendant 30 ans, qu'est-ce qui va se passer? Par contre, il y a un phénomène de fatigue et d'usure lié au poste. C'est ce que j'allais te dire. La responsabilité qui fait qu'à un moment donné, c'est aussi un moyen de respirer. Prendre du recul, de souffler. Souvent, les clients qui vendent, c'est pas une notion de finance, c'est une notion de ça me tranquillise par rapport à mon sujet. Et c'est là où les fonds peuvent être super intéressants sur les boîtes matures. C'est finalement le fonds va venir pas pour prendre du pognon au départ, mais c'est pour t'aider à vendre et à préparer la prochaine étape de cession complète. Et là, ils ont un vrai apport parce que eux, c'est des financiers qui vont parler à d'autres financiers. Et donc, le fait qu'ils rentrent. On parlait le même langage. Souvent, mes clients, ils me disent non, mais moi, je ne veux pas faire rentrer de fonds, je veux rester mettre chez moi, etc. Ok, mais si le fonds te permet de te préparer pour ensuite vendre ton gâteau 2 ou 3 fois plus cher, c'est peut-être dommage de ne pas les faire rentrer. En fait. Et c'est vraiment, c'est vraiment des purs financiers, mais ils ont vraiment cette logique-là et ils peuvent t'amener à cet objectif. Leur but, c'est d'habiller la mariée, comme on dit. Si tu veux survaloriser ta boîte et que tu as encore du jus, mon conseil, c'est soit tu te structures toi en interne pour préparer une session, parce que c'est souvent là où ça pêche, c'est ok, tu veux vendre, mais tu n'as pas structuré ta boîte. Et ça prend du temps, de l'énergie. Ça prend entre au moins 2 ou 3 ans à se préparer pour être vraiment, pouvoir expliquer que le patron ne travaille plus, que la boîte tourne toute seule, etc. parce que c'est des critères que les fonds qui rachètent l'ensemble des boîtes, qui rachètent 100% de la boîte valorisent. Et une fois que tu as fait ça, si tu le fais avec un fonds, ils ont cette expertise-là et donc ils vont te prendre entre 20 et 30% de ton capital, mais d'un autre côté, pour les cas que j'ai eu moi dans mon portefeuille client, il n'y a aucune perte de valeur du dirigeant en vrai. Parce que les 70% qui lui restent, il les vend plus cher que les 100% qu'il avait au départ. Donc au final, il n'y a pas trop de sujet là-dessus. Mais bon, il faut le rassurer en tout cas sur ces aspects-là. Et là où il avait l'habitude d'avoir la maîtrise depuis le début du projet, il faut savoir aussi. Parce qu'en fait, souvent, il faut vraiment comprendre l'objectif. Parce que si l'objectif, c'est une sortie partielle pour sécuriser les enfants, la famille, etc., cool. Et là, la
pertinence du fonds sera fort. Si c'est une vente complète, cool aussi, mais par contre, comme tu perds la main, est-ce que tu es vraiment prêt à lâcher ton bébé? Est-ce que tu as vraiment réfléchi à tous les impacts que ça va avoir? Et est-ce que parce qu'il y a beaucoup quand même de clients qui vendent 100% de leur boîte, qui dépriment pendant 2 ans derrière. Oui, complètement. Donc, en fonction des objectifs du dirigeant, on va trouver la meilleure solution. On va réfléchir à tous les cas possibles. Ouais. Et je reviens sur un point que tu as abordé tout à l'heure, qui est en tout cas pour nous primordial, c'est la préparation à la session. Alors la préparation, elle s'entend et elle s'envisage sur plein de domaines différents. Nous, ce qu'on voit au quotidien, c'est souvent on rentre en contact avec des dirigeants cédants, mais à 3-4 mois de la session, et qui est pour nous un délai ultra court pour justement l'aider à se projeter dans sa vie d'après, parce que c'est un nouvel environnement dans lequel il va essayer de voguer, où il ne maîtrise pas forcément les tenants et les aboutissants. Et c'est vrai que on essaie, en tout cas nous, de communiquer à ce sujet pour dire prenez le temps, mais on va dire aborder ces discussions, aborder ces thématiques le plus en amont possible pour éviter ces écarts. Les 2 difficultés principales, c'est exactement ce que tu dis, c'est le dirigeant, il n'est pas entraîné à vendre sa boîte. Il ne sait pas le faire. Ouais. Je le vois moi, sur tous les petits dossiers qu'on gère, sur les petites structures, dans les activités classiques. En fait, ils ont toujours l'impression que la boîte vaut 2, alors qu'en fait, elle vaut 1. Ouais. Et donc, il y a pas mal de deals qui craquent sur des petites sociétés parce qu'en fait, le gars ne comprend pas que les 30 ans de travail de sa vie sur une boîte qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ça vaut pas 1 million, ça vaut juste 5 ou 6 fois le résultat de la boîte. C'est ça. Et souvent, en fait, je suis le méchant quand je fais les négos avec mes clients parce que c'est moi qui explique ça et c'est moi qui fais la pédagogie. Donc la holding, il ne faut pas la faire trop tôt et il ne faut pas non plus la faire trop tard. Si tu la fais trop tôt, le risque c'est d'avoir créé une usine à gaz et que si la société tu l'emmènes en cessation de paiement, tu auras dépensé des honoraires juridiques pour rien, donc c'est un peu dommage. Si tu la fais trop tard, bon, c'est le droit des sociétés est plutôt bien foutu, donc il te donne la possibilité de te rattraper trop tard, mais tu vas quand même devoir juste avant la session créer la holding et ensuite tu auras une obligation. Tu auras l'obligation de renouveler 60% du montant de la vente juste après. Et c'est là où vous, les CGP, vous êtes contents parce que du coup, vous avez 60% potentiellement du montant de la vente à réemployer. Par contre, il y a les 40% aussi. Voilà, et souvent aussi, ça dépend du niveau de la session. Et par contre, souvent, ça remet du risque. Et donc, c'est un risque qui est souvent accepté par le dirigeant parce qu'il n'avait pas vu l'intérêt tout de suite ou il n'avait pas anticipé le fait de faire la holding. Mais ça remet du risque. Il y en a qui sont plutôt naturellement orientés là-dessus. Il y a pas mal de mes clients qui sont spécialistes et plutôt doués dans un domaine, qui réinvestissent dans ce domaine-là. La seule difficulté pour eux, c'est que c'est plus aux manettes, c'est d'autres personnes. Mais sinon, tu as aussi quand même accès à des systèmes type par hôtellerie ou etc. que vous proposez, ou groupement forestier, là, comme tu me disais la dernière fois, où là c'est cool et tu peux quand même faire des choses et qui peuvent même avoir du sens d'un point de vue sociétal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, tu as cette contrainte-là. Si tu l'as fait au bon moment, c'est-à-dire entre 2 et 3 ans avant la session, ou quand ça commence à être intéressant par rapport à la rentabilité de la structure, et ben, du coup, là, tu es plutôt OK. As le fait de faire le mouvement, de créer la holding et d'apporter les titres que tu détenais toi en tant que dirigeant dans une holding, il n'y a pas d'impact fiscal, c'est super neutre. Et donc, finalement, tu peux le faire un peu quand tu veux. C'est là où là où le droit des sociétés français est plutôt bien foutu. Et finalement, le droit des sociétés plus fiscalité française font qu'à tout moment, tant que tu peux t'organiser à 2 ans ou 3 ans, tu peux rétablir ta situation et créer la holding. Pourquoi la holding est un super outil? On l'a dit tout à l'heure pour l'exonération de plus-value, l'exonération de fiscalité sur la cession des titres, mais tu as aussi après, une fois que tu as cette coquille, tu peux l'animer, tu peux en faire des choses, tu peux échanger régulièrement sur la santé de cette structure-là et ça va vraiment faciliter ta vie si tu veux envisager des donations ou des transferts de propriété à tes enfants, par exemple. On a vu quelques holdings animatrices ou avec des activités opérationnelles pouvoir faire des packs du trade ou ce genre de choses. Autant quand on doit travailler sur un montage immobilier, on va vite être freiné par les coûts de frottement, les frais d'acquisition, les trucs, les machins. Autant sur des actions et des titres, on va être quand même vachement agile et on va pouvoir faire pas mal de choses. Et c'est là où si tu as un bon avocat fiscaliste, si tu as un bon expert comptable, si tu as un bon CGP, à un moment donné, il se passe un truc et tu optimises vraiment le niveau de ton patrimoine professionnel. Et la seule bémol étant 2 choses. Si tu as besoin d'argent en perso, à un moment donné, il va quand même falloir réfléchir à récupérer cet argent en perso. Si tu as besoin de tout l'argent de la session en perso, il vaut mieux accepter la fiscalité. Finalement, ça sert à rien de faire un montage de ce type.
mais tu peux rarement le savoir à l'avance. Donc, ce que font pas mal de mes clients, c'est qu'ils gardent une partie minoritaire de part, entre 5 et 10% de leur structure en physique, en personne directement. Comme ça, c'est le petit bonus quand ils vendent et ils peuvent toucher les fruits tout de suite. Et après, il y a le risque d'exploitation. Si tu as une structure qui a vendu des titres et où tu as mis tous tes œufs de patrimoine professionnel dans cette structure, mais que tu as encore une activité d'exploitation et du risque, est-ce que tu es OK, toi, en tant que dirigeant, pour avoir tous tes avoirs disponibles dans une structure qui a potentiellement un risque lié à sa fille? Donc, si tu fais une activité nucléaire, évidemment que non. Si tu fais une activité digitale, pourquoi pas? Après, c'est vraiment en fonction de l'état d'esprit des clients. Oui, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qui a déjà motivé la cession. C'est ça. Et ça va aussi conditionner la ventilation et les réinvestissements futurs. Non, puis l'appétence au risque. Moi, j'ai des clients, ils veulent surtout pas. Pour eux, c'est de l'argent qu'ils doivent absolument laisser à leurs petits-enfants parce que c'est des gros patrimoines. Et les petits-enfants, OK, mais dans ce cas-là, tout ce qu'ils font à côté qui sont pour eux des trucs à risque, ils vont le faire à côté avec de l'argent perso. Et là, on n'est plus du tout dans une logique d'optimisation fiscale. On est dans une logique de protection du patrimoine. Bien sûr. Mais plus tu avances en âge et plus tu commences à regarder ce sujet-là aussi, c'est complètement normal. Et on voit souvent d'ailleurs que les dirigeants ne sont pas prêts à prendre les mêmes risques quand il s'agit de leur activité professionnelle et quand il s'agit de leur patrimoine personnel. Des fois, on a des biais qui s'installent et c'est là où justement on doit essayer de leur apporter des informations sur l'environnement dans lequel ils vivent et comment ils vont pouvoir transporter ce patrimoine sur plusieurs générations. C'est là où c'est intéressant parce que tu vas avoir des puristes qui vont tout mettre dans la structure, mais c'est peut-être, comme pour tout, il faut peut-être diversifier un peu et c'est là où la réflexion, si tu l'as menée dès le départ et que tu as fait un peu d'immobilier en perso, un peu de ci, un peu de ça, et finalement tu te retrouves avec un patrimoine perso sécurisé, un patrimoine professionnel avec lequel tu vis des fruits et pas du capital que tu grignotes pas, mais qui a un risque, et donc c'est bien de pouvoir gérer le truc avec les deux. Et une rémunération ou un dispo immédiat qui te permet de vivre comme tu as envie de vivre. Et si tu as réussi à bien gérer ces trois aspects de manière équilibrée, tu es quand même plutôt safe pour la suite. Je te rejoins totalement. L'idée, c'est souvent de créer plusieurs boîtes à outils, finalement, on va aider le dirigeant finalement à piloter ces différentes boîtes à outils en fonction de ses besoins du moment, voire futurs. Et une chose aussi à laquelle les dirigeants peut-être ne pensent pas immédiatement, c'est que la fiscalité, on ne sait pas ce qu'elle sera dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et finalement, peut-être de se cantonner à un outil avec sa propre fiscalité peut mettre aussi en risque le client sur ce sujet. Pour moi, l'optimisation, c'est est-ce que le montage, quand on dit montage, c'est connoté négativement, mais est-ce que l'organisation du patrimoine professionnel, parce que moi je ne regarde pas beaucoup le patrimoine personnel, il est cohérent avec les objectifs du dirigeant et ce qui va permettre de maintenir un certain nombre de portes ouvertes pour qu'à un moment donné, tu puisses changer d'avis ou aller dans une autre direction. Et c'est pas toujours simple. Par contre, ce que j'apprécie, moi, dans la structure holding à l'IS, c'est qu'on est dans une forme de stabilité où on sait à peu près où le législateur va, on sait qu'il n'y aura pas de grande révolution, tout peut arriver, mais on espère qu'il n'y aura pas de grande révolution dans ce domaine-là, alors que sur la partie perso, on voit bien qu'il y a quand même une tendance où les capitaux perso passifs vont être de plus en plus taxés. Et donc, à un moment donné, tu vas te poser des questions par rapport à ça. Et je trouve que travailler dans un environnement société est quand même plus stable que sur les environnements perso où finalement ça bouge assez vite. Complètement. Bon, on a abordé à peu près tous les sujets, on arrive dans la conclusion si tu veux. Thomas, écoute, je te remercie grandement pour cette interview. C'était passionnant de discuter avec toi de ces sujets. C'est assez rare d'ailleurs d'échanger avec des experts comptables sur le monde des startups et de levées de fonds. Ça a été super agréable pour moi. Si on cherche à te joindre, comment... Le plus simple, c'est d'aller sur mon profil LinkedIn et de me faire un message privé, et sinon par mail. Bon, ok, écoute, c'est parfait. J'espère que de votre côté, vous avez également apprécié ces échanges. Vous l'avez vu, c'est un monde complexe, le monde de la start-up, qui nécessite, vous l'avez vu, de nombreux conseils et de prédispositions. Je vous invite du coup à me laisser des messages, des commentaires, voire à liker si vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau sujet. Merci.